Les terres, les terres sur lesquelles Ocassi exerce ses activités, où nous organisons aujourd'hui cet événement virtuel, font partie du traité du bol à une cuillère, un accord entre les Anishinaabe, les Haudenosaunee et les Nations alliées, visant à partager et à préserver les ressources, la terre traditionnelle des Hurons-Wendat, des Sénéca et des Mississauga du Crédit. Aujourd'hui, ce lieu de rencontre abrite encore de nombreux peuples autochtones de toute l'île de la Tortue. J'aimerais inviter toutes les personnes ici présentes à réfléchir non seulement sur les terres sur lesquelles vous vous trouvez actuellement, mais également aux forces qui vous ont amené ici. En ce qui me concerne, je suis née et j'ai grandi sur les terres traditionnelles non cédées des Salish de la côte, qui incluent les Sominas, les Musqueam et autres. Et cette ville s'appelle Vancouver. Mes parents ont immigré de Punjab et ils ont des liens avec le Canada à travers le colonialisme britannique. Beaucoup de Punjabis ont été déplacés de leurs terres traditionnelles à cause des politiques britanniques et sont arrivés sur le peuple salish de la côte à travers l'industrie pour faire avancer les projets coloniaux du Canada. Ces colons punjabis se référait aux autochtones de l'époque, ce qui signifiait en punjabi nos cousins aînés, et témoignait de leur respect envers les autochtones. J'espère restaurer ce respect dans le travail que je mène ici à Ocassi. Je vous invite tous et toutes à réfléchir à votre propre arrivée sur cette terre. Maintenant, c'est un honneur de présenter nos présentateurs qui viennent de la clinique juridique euh, pour l'Asie du Sud, de SALCO, la South Asian Legal Clinic of Ontario. Cela fait longtemps que nous collaborons avec SALCO. Ils interviennent souvent à nos webinaires et à nos conférences et ils sont très bons à leur travail. Nous avons tout d'abord Shalini Kononur, qui est directrice exécutive et avocate principale de Salco, et Atulia Sharman, qui est avocat. Et vous trouverez leur bio euh, sur le site. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire. C'est 1 heure et demie très chargée et je vais donc commencer tout de suite. J'aimerais vous mentionner deux choses pour commencer. Tout d'abord, dans la section questions-réponses, vous avez mentionné que la fonction de clavardage n'était pas active. Les organisateurs sont au courant et travaillent là-dessus. Ensuite, en préparation de cette rencontre, nous avons reçu des questions. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer d'y répondre euh, pendant la présentation. Nous allons donc faire cela. Et si vous avez des questions en temps réel, merci de les poster dans la fonction Q&R, questions-réponses, ou Q&A. Je vais essayer de faire le suivi et de répondre aux questions en cours de route. Nous allons passer à la prochaine diapo. Comme cela a été mentionné, nous vous rejoignons ici de la South Asian Legal Clinic, le SALCO. Nous sommes l'une de plusieurs cliniques juridiques. Je pense qu'il y en a une quarantaine. Je suis désolée, j'entends le micro de quelqu'un. Merci de vous mettre en sourdine. Notre clinique juridique traite beaucoup de demandes d'immigration et mon collègue et moi, nous avons énormément de dossiers liés à l'immigration. Je vais mentionner aux organisateurs qu'il y a des personnes qui ont la main levée actuellement. J'espère que c'est correct. Et mal, on vous voit, mais les organisateurs vont vous contacter d'ici peu. Prochaine diapo. Oui, prochaine. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît? Merci. J'aimerais vous donner un peu de contexte concernant la loi sur l'immigration. Ce n'est pas seulement une seule loi, il y a énormément d'éléments qui s'intègrent dans ce qu'on appelle la loi sur l'immigration.
Vous connaissez certainement la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. On l'appelle LIPR. Donc, à partir de maintenant, on va juste parler de la LIPR. Il s'agit là de la loi de base qui nous parle de la loi sur l'immigration et des règlements. Donc, nous basons tout notre travail sur la LIPR. En plus de cela, nous avons aussi la loi sur la citoyenneté et le règlement associé. Vous pouvez déjà voir qu'il s'agit là de la loi qui gouverne l'accès à la citoyenneté. En plus de ces deux lois, nous avons aussi la Charte canadienne des droits et libertés qui garantit certaines libertés et droits fondamentaux. Pourquoi est-ce que c'est important? Lorsqu'on parle donc d'une approche basée sur l'équité ou sur le genre, nous pensons aussi à la façon dont la charte peut être utilisée pour remettre en question certaines décisions basées sur l'immigration, pour qu'on s'assure qu'il y a de l'équité pour autant de personnes que possible. Et ensuite, nous avons aussi des instruments internationaux. Nous avons la Convention sur la protection des réfugiés qui définit les obligations internationales et l'engagement du Canada qui visent à accueillir des réfugiés. Nous avons aussi une convention sur les droits de l'enfant qui protège les droits de l'enfant et les décisions en matière d'immigration. Il y a d'autres conventions aussi qui sont liées à la loi sur l'immigration, mais nous ne les avons pas toutes nommées ici. Prochaine diapositive. Lorsqu'on parle de la loi sur l'immigration, c'est important de comprendre qu'il y a tellement de termes et ces termes sont importants car la façon dont on est classifié ou catégorisé va donner certains droits ou non. On va parler des résidents temporaires. Je ne vais pas vous donner une très longue définition. On va parler des résidents permanents. La plupart d'entre vous, vous savez certainement ce que c'est la résidence permanente, mais il y a des personnes de la vieille école qui parle en fait d'immigrants qui ont atterri, mais on parle en fait de détenteurs de la carte de résidence permanente ou de résident permanent. Je pense que vous savez aussi ce que c'est le terme citoyen. Et dans la loi sur l'immigration, on parle souvent de ressortissants étrangers. Donc là, il s'agit de toutes les autres personnes qui est ici et qui n'est pas résidente permanente ou citoyenne. Et cela inclut les personnes sans statut. Donc, les résidents temporaires, par exemple, seront considérés comme étant des ressortissants étrangers. Nous avons aussi des gens apatrides. Il s'agit de personnes qui sont ici, mais qui n'ont pas de nationalité. Ils n'ont aucune nationalité ni de lien avec un autre État ou un autre pays. Ensuite, nous avons aussi des personnes protégées. Il s'agit de personnes qui bénéficient de la protection du Canada et qui ont le statut de réfugiés. Et ensuite, nous avons des personnes interdites de territoire. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas entrer ou rester au Canada pour des raisons spécifiées par la loi. Prochaine diapositive. Voilà, donc maintenant, on va parler des résidents temporaires. Il y a tellement de types de résidents temporaires. La plupart des personnes connaissent certainement les détenteurs d'un visa de visiteur. Il s'agit de visas de courte durée, où ces personnes peuvent venir rendre visite à de la famille ou peuvent venir à des fins d'affaires. Et habituellement, ces visas sont valables jusqu'à 6 mois. Ces visas permettent aux détenteurs de voyager au Canada, mais ces personnes ne peuvent pas travailler euh, ou étudier au Canada. Parfois, les gens sont un peu confus en ce qui concerne le visa de visiteur. Et souvent, les clients me disent, moi, j'ai quelque chose dans mon passeport qui dit que c'est valide pendant 5 ans et je peux venir au Canada. Et ces gens pensent que c'est un visa. Mais il faut faire cette distinction. Vous pouvez avoir des permis d'entrée au Canada, mais une fois que vous entrez au Canada, il faut un visa de visiteur. Et si il n'y a pas de durée dessus, c'est 6 mois que l'on peut
renouvelé. Ou alors, il y aura un tampon dans votre passeport qui dira quelle est la durée de votre visa de visiteur. Il y a aussi des permis d'études pour les étudiants étrangers. Il s'agit là de personnes qui viennent ici pour étudier. Nous avons aussi des permis de travail. Nous avons des travailleurs étrangers. Et ces permis de travail peuvent être spécifiques à un employeur pour une durée limitée ou dans certains cas, il y a aussi des permis de travail ouverts. Par exemple, lorsque ces personnes sont en attente d'un statut de réfugié ou lorsque leur candidature a été admise à des fins humanitaires, par exemple. Et ensuite, il y a le permis de séjour temporaire. Donc, on a les visas de visiteurs, permis d'études et permis de travail qui sont temporaires. Et ensuite, il y a une autre catégorie qui s'appelle le permis de séjour temporaire. Ces permis sont donnés à des personnes qui sont autrement inadmissibles, mais qui doivent être ici pour une raison donnée. En ce qui nous concerne, souvent ces permis de séjour temporaires sont euh, donnés à des personnes qui sont ici, qui n'ont pas de statut, mais qui doivent être ici, par exemple pour des raisons familiales ou autres. Et ensuite, on, 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 on essaie de leur demander un permis temporaire. Euh, Prochaine diapositive. La plupart des questions qu'on obtient, c'est comment est-ce qu'on devient résident permanent? Et je pense que c'est l'une des questions qui a été posée d'ailleurs ici. Donc, il y a différentes catégories qui peuvent nous permettre de devenir résident. Tout d'abord, il y a la catégorie immigration économique. Il s'agit là de travailleurs qui sont déjà ici ou de personnes qui sont à l'extérieur, mais qui sont des travailleurs qualifiés et qui déposent leur candidature à travers le volet entrée express, l'entrée programme des candidats des provinces ou le programme de visa pour démarrage d'entreprise. Donc, tous ces visas-là concernent la catégorie immigration économique. Ce sont des personnes qui essayent de devenir résidents permanents à travers cette catégorie. Ensuite, on a la catégorie regroupement familial. Il s'agit là du mécanisme qui aide les personnes qui sont ici à faire venir leur famille. Il y a beaucoup de critères d'admissibilité quant à savoir qui est considéré comme membre de la famille ou non. Et par exemple, est-ce qu'il s'agit de grands-parents ou d'enfants? Est-ce que vous avez assez d'argent pour les parrainer? Donc, il y a tous ces critères. C'est souvent utilisé pour les partenaires, les époux, les enfants. Et malheureusement, nous aimerions que ce soit aussi utilisé pour les parents et grands-parents, mais il y a des éléments mentionnés de ce côté-là. Ensuite, il y a aussi la catégorie protection des réfugiés ou demandeurs d'asile. Il s'agit de personnes qui cherchent refuge au Canada. Mm. Il y a aussi des considérations d'ordre humanitaire. Et donc là, on voit aussi une demande croissante. Il se pourrait qu'il y ait une demande croissante dans la catégorie d'ordre humanitaire? Ici, il s'agit de personnes qui sont ici et qui auraient des difficultés s'ils devaient quitter le Canada. Et, euh, et donc ici, il est fait mention des raisons humanitaires et de compassion pourquoi ils devraient rester. Et la dernière catégorie concerne les titulaires de permis de séjour temporaire. Ici, il s'agit de gens qui sont au Canada avec un permis de séjour temporaire, un PST, sur une longue période. Et si leur séjour est interrompu, ils, pe- ils peuvent déposer leur candidature pour une résidence permanente. Merci beaucoup. Moi, je vais prendre le relais maintenant et je vais vous parler des changements récents apportés à la législation canadienne en matière d'immigration, incluant des changements qui ont lieu au cours du mois dernier. Donc, l'une des choses les plus controversées nous a- dont nous avons entendu parler concerne la mise à jour des permis d'études. Ces changements datent de 2024 et ça a eu des répercussions majeures sur les personnes qui étaient déjà ici et sur le nouveau processus de demande.
Donc, l'un des éléments clés qu'a mis en place l'IRCC, c'est la réduction du nombre de permis d'études sur les prochaines années. Il y a eu une diminution d'environ 35% par rapport à 2023. Et vous le savez déjà, le gouvernement a élaboré un plan selon lequel chaque province aurait un ensemble de quotas. Et donc, ces quotas seront publiés par chaque province. Et l'objectif, c'est de créer une lettre, une attestation provinciale. Nous allons en parler d'ici peu. Donc, l'IRCC se concentre maintenant sur les études postsecondaires au niveau maîtrise et doctorat. Les, et, euh, et il y aura de nouveaux changements. Les personnes qui ont déjà un permis d'études, pour l'instant, ne sont pas concernées. Et pour 2025 et 2026, le plafond va se situer à 437 000 permis d'études. Et certains d'entre vous le savez peut-être déjà, et pour certaines provinces, c'est même moins. Donc maintenant, le message qui est véhiculé aux pays étrangers, c'est que le permis d'études ne pourra plus permettre une demande de résidence permanente au Canada. Et donc, il y a déjà eu des diminutions de 40 à 50% des demandes de permis d'études depuis certains pays étrangers. Et donc, il faudra, pour la demande de permis d'études, avoir depuis 2024 une lettre d'attestation provinciale ou territoriale, une LAP ou LAT. Ça a été mis en place pour contrôler le nombre d'étudiants qui arrivent par province. L'objectif, c'est qu'IRCC puisse mieux gérer et contrôler l'admission d'étudiants étrangers au Canada. Il y avait une époque où il y avait beaucoup de confusion. Le programme a été mis en place l'année dernière et des lettres étaient émises en plein milieu du processus. Maintenant, le programme a été déployé complètement et maintenant, il y a une plus d'efficacité. Donc, les LAP font maintenant partie de la demande de permis d'études. Ce n'était pas le cas avant, c'est un changement important. Et donc, ça, c'est une mise à jour. Euh, Ensuite, il y a aussi des extensions pour les permis. Avant, les étudiants pouvaient travailler autant qu'ils le voulaient, mais en avril 2024, cette politique a pris fin et maintenant, les étudiants n'ont le droit de travailler que 24 heures par semaine pendant qu'ils sont étudiants à temps plein. Ils peuvent continuer de travailler à temps plein lorsqu'ils sont en période de vacances, pendant les vacances d'été euh, ou autres. À ce moment-là, ils peuvent travailler à temps plein. Il y a aussi une nouvelle exigence liée au coût de la vie. Un instant. Je suis désolée, j'ai quelques petits soucis techniques ici. L'un des changements qui a été mis en place, c'est la nouvelle exigence liée au coût de la vie. Ils doivent certifier maintenant qu'ils ont 10 000 $ au sein d'une institution canadienne. Mais cela a été doublé et c'est maintenant arrivé à 20 635 $. Donc, un demandeur individuel doit démontrer depuis 2024 qu'il a 20 635 $ à disposition en plus du montant pour la scolarité de la première année et pour les coûts de voyage. Donc, pendant 20 ans, le montant était de 10 000 $.
Et le gouvernement a décidé l'année dernière de changer ce montant-là car il n'y avait pas eu de changement depuis 2 décennies. Ensuite, il y a le programme de permis de travail post-diplôme. Donc, il s'agit en fait d'une voie vers la résidence permanente. Comme vous le savez, lorsque quelqu'un a un permis d'études pendant 1 an, et, euh, et s'ils ils peuvent accéder à un certain visa et ils étudient ici pendant 2 ans, ils peuvent accéder également donc à la demande de résidence permanente. Une fois ils avaient étudié ici, ils pouvaient ensuite travailler ici et ensuite avoir accès à la catégorie des travailleurs qualifiés. Mais depuis septembre 2024, les étudiants qui ont un accord de licence de programme d'études ne seront plus admissibles au permis de travail post-graduation. Et ces programmes qui impliquent des collèges privés et des collèges publics euh, doivent donc maintenant se confronter à ce changement. Les gradués de programmes de maîtrise et de doctorat, par contre, resteront admissibles à un permis de travail de 3 ans. Et il n'y aura pas de réduction de temps pour gagner de l'expérience de travail. Si vous faites une maîtrise, c'est au moins 1 ou 2 ans. Donc, ils auront 3 ans pour le permis de travail. Et ils pourront ensuite accéder à la résidence permanente. À partir du 1er novembre 2024, les demandeurs de permis de travail post-diplôme doivent démontrer un niveau CLB-NCLC 7 sont des gradués universitaires. Et ils doivent démontrer une compétence CLB-NCLC 5 s'ils ont gradué d'un collège afin de pouvoir déposer leur demande. Donc, lorsqu'ils font une demande pour arriver au Canada, ils ont déjà passé un test d'anglais de style TOEFL. Mais si ces tests sont expirés, ils vont devoir reprendre ces tests et prouver leur niveau linguistique pour savoir quel type d'emploi ils pourront avoir. Donc, cela est un défi, mais c'est la nouvelle loi. Donc, il va falloir fournir ces tests linguistiques de niveau 7 ou de niveau 5. Et à partir du 1er novembre 2024, il y a eu des exigences relatives au domaine d'études qui ont été ajoutées pour des gradués d'un collège et d'autres programmes universitaires. Donc, cela a déjà été fait par le passé. Au début des années 2000, il y avait en fait des exigences liées au domaine d'études pour les permis de travail. Donc, si quelqu'un, par exemple, avait étudié dans un domaine particulier, par exemple la science ou les maths, leur travail devait être lié à leur domaine d'études. Donc, ils n'auraient obtenu un permis d'études que si c'est lié à leurs études. Donc, ils ne pourraient pas demander un permis d'études dans d'autres secteurs. Et bien sûr, la durée du programme de permis de travail post-diplôme reste à 3 ans pour les gradués de maîtrise et de doctorat. Ensuite, l'admissibilité au permis de travail ouvert pour conjoints. Lorsque IRCC a ouvert ce programme pour les conjoints de détenteurs de permis de travail de, ou autres, ce programme permet donc aux conjoints de détenteurs de permis de travail de venir au Canada et de travailler. Et cela fait du Canada un endroit très compétitif à travers le monde. Nous voulons certaines compétences. Donc, si des personnes qualifiées peuvent venir ici et ramener leurs époux ou épouses et que ces personnes peuvent travailler aussi, le Canada devient un endroit très compétitif. Donc, nous voulons attirer des gens dans le milieu de l'intelligence artificielle, informatique, sciences et technologies, ce type de personnes. Mais IRCC limite maintenant cela à partir du 21 janvier 2025, seulement les époux et épouses de certains étudiants étrangers et travailleurs étrangers seront en mesure de demander un permis de travail ouvert pour conjoints. Et ils ne seront disponibles que pour des gens qui sont ici, soit dans un programme de maîtrise d'une durée de 16 mois ou plus,
à des personnes qui sont ici pour un programme de doctorat ou à des personnes qui font partie de programmes professionnels ou admissibles sélectionnés. Sur le site web d'IRCC, vous pouvez voir la liste et on voit que beaucoup de ces emplois sont liés au STEAM. Et les permis de travail ouverts pour conjoints seront aussi limités aux époux de travailleurs étrangers employés dans des professions de catégorie FEER 0 ou 1, ou dans certaines professions des catégories FEER 2 ou 3, où il y a de la pénurie de main-d'œuvre ou liées à des priorités gouvernementales. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, si quelqu'un est actuellement employé à un poste de gérant, par exemple, excusez-moi, Atulia. En fait, nous avons eu un petit problème technique. Est-ce que vous pouvez revenir au deuxième point? Pas un problème, oui, je peux revenir en arrière. Non, il y a un petit problème technique avec les caméras. Alors, ces permis seront limités à des individus qui sont inscrits à des programmes de maîtrise qui ont pour moins 6 mois ou plus, des programmes de doctorat et, et des programmes professionnels éligibles avec cette liste disponible sur le site web de l'IRCC. Ça, c'est un changement très important qui a été apporté. Juste à date, les étudiants qui venaient au Canada pour s'inscrire à des programmes pouvaient venir avec le conjoint, mais maintenant, c'est limité à ces trois catégories. Le troisième point, ces permis seront limités aux conjoints de travailleurs et travailleuses étrangères et étrangers qui exercent des professions FRE ou des professions FRE. Alors, c'est les trois spécialités. C'est toute la procédure de formation et d'éducation que le gouvernement respecte. respecte. Alors, ça, c'est la partie qui doit être prise en compte. Et selon l'IRCC, 100 000 SOWP seront réduits au cours des 3 prochaines années. Ça, c'est un changement assez important en matière de l'approche que le gouvernement avait entamée suite à la COVID. Alors, ça, c'est quelque chose que l'IRCC avait abordé. Alors ça représente un défi. Alors, le gouvernement, ça semble avoir à réduire ces types de permis de travail ouverts pour les conjoints. Mais les travailleurs étrangers doivent déposer un permis de travail d'une durée résiduelle d'au moins 16 mois au moment où son conjoint demande à bénéficier du programme de travail. Ça ferme la porte à plusieurs individus. Puis on sait qu'en tant qu'avocat en droit de l'immigration, les, la plupart des gens ont passé de temps pour déposer leur demande pour leur conjoint et conjointe. À date, la réglementation exigeait, à date, il y avait une validité de 6 mois sur les permis des conjoints pour qu'ils puissent déposer leur demande de permis de travail ouvert pour les conjoints. Les enfants à charge des travailleurs étrangers ne seront plus éligibles. Alors, est-ce qu'on peut prendre un moment parce que j'aimerais examiner les questions qui ont été partagées par l'auditoire et de cette manière, on va pouvoir y répondre ensemble. La première question est la suivante. Est-ce que vous avez parlé de la différence entre le statut d'immigration des options de réfugiés? Alors, en effet, vous allez recevoir une copie de cette présentation. Si je vous invite à regarder la diapo qui vous présente différentes manières qui vous permet d'accéder à la résidence permanente. Nous avons un programme de réfugiés, d'économique, humanitaire, de compassion, des permis de temporaire, d'emploi, etc. Ça, différentes expériences. Et ça va vraiment dépendre de comment vous allez vous y prendre pour devenir
à un résident permanent. Alors, c'est une question vis-à-vis cette approche. Alors, je suis content que vous avez posé cette question. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est, disons que, par exemple, je veux venir au Canada de l'Inde, par exemple. Ça, c'est mon pays d'origine. Alors, je vais déposer une demande de visa. Je vais obtenir quelque chose qui s'appelle, alors, un visa à plusieurs entrées. Qu'est-ce que ça m'indique? C'est que me permet de pouvoir venir au Canada. Et si vous obtenez ce type de visa, normalement, ils ont une validité de 5 ans. C'est pas en train de me dire une fois que je rentre au Canada que je peux demeurer au Canada pendant 5 ans, mais ça m'indique que pendant cette période de 5 ans, je peux rentrer au Canada toutes les fois que je veux. Une fois que j'arrive au Canada, qu'est-ce que la loi détermine? Le point suivant, j'ai le droit de demeurer ici pendant 6 mois à moins qu'ils mettent un tampon différent de mon passeport. Vous n'avez pas besoin d'être ici pendant un mois ou si j'ai un document indiquant qu'on est en train de vous octroyer ce permis pendant ou ce visa pendant un an. La plupart des individus ne vont pas avoir cela. Ils vont arriver au pays avec ce visa de plusieurs entrées. Ils ont 6 mois et une fois qu'ils arrivent au Canada, s'ils veulent demeurer plus longtemps, la seule chose qu'ils ont besoin de faire, c'est déposer une demande de le CADA pour prolonger leur séjour et sinon, ils répondraient pas au statut. Alors, je sais répondre à votre question. Excellent point. Si vous êtes un résident, un résident permanent, ça, c'est vraiment une catégorie d'immigration. C'est un excellent point parce que ça suscite quelque chose qui se produit au Canada en matière du droit de l'immigration qui n'est pas reflété dans cette présentation. Si vous devenez un résident permanent, c'est votre statut d'immigration. Mais si vous devenez un résident permanent à cause que vous êtes arrivé au pays en tant que réfugié, que vous êtes une personne protégée, pourquoi est-ce que cela c'est important? Une fois que vous obtenez votre résidence permanente, vous êtes un résident permanent. Pourquoi c'est important? Parce que maintenant, il y a différentes lois en matière d'immigration qui s'appellent la cessation. Alors, disons que, par exemple, si je suis demandeur de réfugié, disons de l'Inde, et par la suite, j'obtiens ma résidence permanente. Et par la suite, je vais dire, oh, je vais retourner à l'Inde pour une visite. Alors, les autorités d'immigration peuvent m'indiquer, attendez, vous allez indiquer que vous avez des craintes pour retourner à votre pays. Et maintenant, vous retournez à votre pays. Alors, peut-être on va retirer votre statut de résident permanent parce qu'en effet, vous respectez pas, vous n'avez pas ces conditions de réfugié. Alors, on doit faire preuve de prudence avec notre clientèle parce que en matière de pouvoir faire juste cette question, c'est de faire à preuve parce que si vous avez peur vraiment, vous devez retourner au pays, à votre pays d'origine. Peut-être vous allez perdre votre statut de résidence permanente. Alors, c'est toutes des situations qu'on ne s'entend pas à faire face à et que vous allez devoir offrir des conseils juridiques, mais peut-être c'est important que cette personne, s'il fait face à cela, il devrait parler à quelqu'un. Alors, trois activités que tout le monde qui est en train de déposer un TRV à cause de la crise en Palestine. Alors, la réponse est non. Alors, justement, c'est visa de résident permanent, ça c'est un TRV. Alors, ils ont une validité de 3 ans. Si vous voulez déposer une demande pour une permanence permanente, alors si on retourne à ma diapo qui vous présente les différents cheminements, alors de répondre à ces catégories parce que présentement, il n'y a pas de politique du gouvernement. Alors, comme on peut voir avec l'exemple de l'Ukraine, on va en parler sous peu. Prochaine question. Pourriez-vous mentionner la différence entre justement les demandeurs de réfugiés et demandeurs d'asile? Il n'y a pas de différence. La nomenclature peut être différente, mais c'est le même titre, la même personne. Et je ne sais pas, Atouyala, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à le faire. Depuis l'arrivée des aériens qui sont arrivés à travers les TRP, alors justement, la réponse est non. Pirat, c'est comme juste le thé vert de la crise de Gaza, un grand nombre d'individus qui sont arrivés. Je pense que plus de 100 000 personnes qui sont arrivées. Ils sont arrivés avec le même VRT, ce visa de résident temporaire. Ils viennent à fait le 31 mars 2025. Donc, qu'est-ce que le gouvernement a indiqué? C'est que ces individus maintenant peuvent renouveler
ces visas, alors ils peuvent renouveler ces VRT, les visas de résident temporaire. Qu'est-ce que j'aimerais vous indiquer? Et le suivant, un gros défi pour la clientèle ukrainienne, vous avez besoin d'un un passeport valide. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez obtenir de l'ambassade ukrainienne? Non. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de faire? C'est que tous les agents d'immigration ont toujours le pouvoir discrétionnaire de pouvoir renoncer des exigences lorsque c'est impossible à y répondre. Alors, vous avez besoin d'expliquer qu'est-ce que vous êtes en train de faire et pourquoi c'est impossible pour vous de répondre à ces exigences. Alors, c'est très important pour ces individus. Si vous me permettez, et, et si ce n'est pas possible de renouveler votre passeport, il y a des cas, par exemple, les gens ont déposé un TRP puis ils ont obtenu cela. Ça, c'est une option pour pouvoir obtenir cela, mais ils sont au courant à l'IRC du fait que la communauté ukrainienne fait face à ce défi. Alors, il y a un pouvoir de pouvoir discrétionnaire qui sera utilisé pour aider les gens à surmonter ces défis. Il y a un changement qui est apporté le vendredi vis-à-vis de comprendre les élèves secondaires à la catégorie d'élèves. Alors, je suis en train d'examiner cela. Pour répondre à ces questions, je vais céder la parole à Tulia. Lorsque le plafond a été annoncé, ces catégories existent. Alors, les gens qui arrivent sur des permis de travail ou différentes catégories, catégories de transfert ou autres et qui auraient leur propre enfant des dépendants, puis ils ont besoin d'un permis d'études, ils seront reflétés dans ces catégories. Alors, il y a plusieurs de compréhension que les enfants peuvent venir de l'étranger euh, en utilisant ou en répondant à cette catégorie de visa. Ça, ça fonctionne pas de cette manière. Auparavant, il y a quelques années, c'était le cas, mais maintenant, c'est plus applicable. Alors oui, la réponse, et oui, oui, il y a un plafond pour ces étudiants, mais ça, c'est des catégories indépendantes et pas uniques. En vrai, il offre des plafonds sur le postsecondaire. Une autre question, et je peux la répondre si vous voulez, ou vous pouvez la répondre. Alors, les étudiants qui travaillent à temps plein pendant leur pause, est-ce qu'il y a une limite de 24 heures? Alors, en vertu de la politique, si vous, si vous sur une pause par un établissement désigné, il ne devrait pas avoir de plafond sur les heures travaillées pendant votre pause. Il y a seulement un plafond pendant vos études. Pourriez-vous répéter le nombre d'heures travaillées permis pendant un trimestre? Je pense que c'est 20 heures, non? Non, désolé, je vous entends pas. Le nombre d'heures par trimestre, c'est 24 heures. Le nouveau règlement établit que c'est 24 heures. Prochaine question, ça touche justement sur les élèves étrangers. Est-ce qu'ils ont droit de, de faire un coop à temps plein ou est-ce qu'ils doivent respecter le... Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Les élèves étrangers ont-ils droit de faire un coop à temps plein ou est-ce qu'ils sont ou ils peuvent seulement le faire en dessous du plafond de 24 heures? Réponse. Ça va dépendre de la coop et la réglementation sur la coop indique ce plafond. Alors, vous avez besoin d'examiner les documents pour comprendre qu'est-ce qui vous applique. Non. Pour les élèves étrangers, est-ce qu'ils doivent payer pour une année d'études ou pour un trimestre? Je pense qu'on est dans un autre sujet présentement. Alors, les frais de scolarité, ça va vraiment dépendre. C'est vraiment une question technique. Alors, alors il y a les établissements d'éducation, disons que vous payez des frais de scolarité par trimestre ou aux 2 trimestres ou selon votre demande. Pour la catégorie STS qui était en vigueur avant d'être supprimée, c'était les frais de scolarité annuels. Je pense que les minimums
est requis, mais il faut regarder qu'est-ce qui est inclus dans votre application. Alors, il y a des questions très spécifiques qui ont été posées en matière des étudiants, étudiantes étrangères, étrangers, différents cheminements pour obtenir un permis. Et comme cette session vise à vous offrir un survol beaucoup plus général et pas vraiment un aperçu approfondi, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va examiner ces questions plus tard parce qu'on va pas pouvoir répondre à des questions plus détaillées. Et par la suite, on va travailler avec OCAC pour voir si on devrait faire une session de suivi ou si on peut vous répondre par écrit pour ces questions d'ordre plus spécifiques, parce je vois qu'il y a des questions sur différents types d'emplois, les heures travaillées pour différents cheminements. Ça, c'est des questions fort spécifiques. Et malheureusement, ça vraiment dépend du profil et il y a vraiment des détails spécifiques. Alors, c'est pas facile de vous offrir une réponse d'ordre plus générique. On va essayer de pouvoir naviguer ces questions qui ont été posées parce que je vois qu'il y en a plusieurs qui ont été posées dans la boîte de clavardage. Alors, je crois que c'est peut-être on pourrait prendre cette question. Savez-vous s'il y a des modifications en matière du PSWP et tout le permis pour conjoint lorsqu'un passeport expiré avant le mandat de 3 ans du PSWP? Le PG, c'est ça? Il y a un processus au sein de l'immigration qui existe. Alors, si quelqu'un qui a un passeport qui est expiré, puis il devrait obtenir un PGWP qui est valide pour 2 ans, mais à cause de la courte validité du passeport, il faut vraiment essayer d'obtenir un nouveau passeport. Mais si cela ne se produit pas, il y a un processus qui existe pour que ça soit attaché au nouveau passeport. Alors, si vous allez le site web du RCC, vous allez pouvoir voir cette réglementation. C'est quelque chose qui a été lancé il y a quelques années. Ça représentait un défi parce que justement, il, euh, il y avait des enjeux en matière de leur validité du PGWP à cause de la validité du passeport. Alors, je vais prendre un moment parce qu'il y a plusieurs questions dans la boîte de clavardage, mais je pense qu'on doit retourner à la présentation parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, on va essayer de garder le commentaire sur la présentation un petit peu plus court. Et si on n'a pas le temps de répondre à tous les points, on va travailler avec les cocassiers pour établir les prochaines étapes. Aujourd'hui, l'objectif, c'était de vous offrir des mises à jour, mais comme je vois dans les questions qui ont été posées dans la boîte de clavardage, ça touche plus sur des détails. Alors, on va voir comment on peut vous revenir avec des réponses plus détaillées. Alors, on va revenir à la présentation, puis par là voir comment on va pouvoir procéder pendant la période de questions-réponses. Alors, je pense que c'est à vous là-bas. Très rapidement, on va parler de toutes les autres mises à jour sur l'immigration, tout le parrainage, les aides familiaux. Vous êtes capable de voir ma présentation? Alors, l'amendement proposé à la loi sur la citoyenneté, ça découle de la jurisprudence 2023 lorsque le gouvernement a établi des changements pour permettre les Canadiens qui ont été nés à l'étranger des Canadiens, même s'ils étaient de la deuxième génération, parce que si le gouvernement de Stephen Harper avait changé la question vis-à-vis ce processus, alors le projet de loi C-61 avait été introduit. Malheureusement, ce projet de loi a été exprimé parce qu'on a la prorogation du Parlement. Alors, peut-être le gouvernement va essayer de demander pour une prolongation, mais ça ne semble pas vraisemblablement possible à cause des élections fédéraux qui vont avoir lieu suite à l'annonce du nouveau leader.
leader de la chefferie du Parti libéral. Alors ça, c'est, on se trouve présentement sur ce dossier. Alors, tous les projets pilotes pour la résidence permanente à l'arrivée pour les aides familiaux. Alors, tout cela a été clos, mais le nouveau programme, s'est produit il y a quelques jours. Le nouveau programme sera lancé le 31 mars de 2025. Essentiellement, ça va créer un cheminement de résidence permanente pour les aides familiaux dès le début. Dès qu'ils arrivent, ils vont pouvoir être admissibles pour la résidence permanente. Ils n'ont pas besoin d'attendre pour accumuler le nombre d'heures d'expérience. Et cela représentait une entrave assez importante pour tous les individus qualifiés. Alors, les critères d'admissibilité, je ne veux pas passer à travers cela. C'est disponible sur la diapo et comme mentionné, vous allez recevoir une copie de la présentation suite à notre présentation. Non, je peux prendre cette diapo. Je peux continuer. Plutôt, on a parlé de pouvoir parrainer des parents, des grands-parents, puis à partir de maintenant, on sait qu'est-ce qui apparaît en gras. Alors, l'IRCC ont mis fin à ce programme. Ils n'ont pas accepté des nouvelles demandes de parrainage de parents et de grands-parents en 2025. Alors, disons que, par exemple, je voulais parrainer ma mère, je ne vais pas pouvoir le faire. Alors, ils sont en train de traiter les arriérés. Je pense que c'était des individus qui ont déposé des demandes en 2025 et avant 2020, ben, je pense qu'ils sont en train. Alors, c'est vraiment, ben, c'est loterie. Alors, on voit que c'était capé à 15 000 par an. Alors, si vous faites partie du système, éventuellement, ils vont traiter votre demande, mais le temps de traitement va augmenter. Il y a 15 ans, le temps de traitement était de 7 à 8 ans. J'avais des clients qui ont disparu pendant le temps de traitement. C'est euh, c'est un, c'est très difficile ce processus. On a les superviseurs en place pour les individus qui répondent au salaire minimum. Ils peuvent déposer leur demande pour le parrainage des parents. Le seul enjeu, si on n'est pas admissible pour des services de santé, pour des prestations, alors ça devient une vie assez complexe et difficile. Prochaine diapo. Alors, nous avons toute l'aide financière pour les gazoïs à partir de le 16 janvier 2025. Je ne veux pas lire tous les détails de cette présentation telle que mentionné. Vous allez recevoir cette présentation. Et nous avons déjà pas parlé du, de tous les visas de permis temporaires pour les gazoïs. Ça, c'est une nouvelle mise à jour. Très rapidement, il y avait une annonce qui a été faite la semaine dernière ou il y a 2 semaines. C'est la fin du tour du poteau. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le tour de poteau, c'est lorsque, disons par exemple, je suis un ressortissant étranger, je veux prolonger mon statut temporaire. Alors, je peux me présenter au Buffalo et je peux me présenter aux États-Unis autant que j'ai un visa et revenir. Alors, faire le tour de poteau. Et par la suite, le Canada va dire, oui, on va vous permettre de revenir pendant 6 mois, ça, c'est la prolongation de votre visa. Cela n'est plus permis. Alors, pour des ressortissants étrangers qui utilisent de pouvoir prolonger des permis d'études, de travail, de visa, vous n'allez pas pouvoir franchir la frontière et revenir et par la suite être traité. Alors maintenant, ils vont plus traiter ces demandes. La seule manière de pouvoir obtenir cette prolongation, c'est à travers des demandes en ligne. Alors, c'est très important que vos clientèles soient au courant parce que là, on va se retrouver dans cet espace grise. Ça, c'est à cause de le resserrement de nos frontières et qu'est-ce qui se passe avec les États-Unis. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, il y avait des questions qui ont été posées. Alors, sont en train de lancer des chiffres et cela va avoir des, une incidence sur les services établissements. On est en train de voir les répercussions déjà. Alors, on a besoin de comprendre comment
comment cela va avoir une incidence sur les belles organisations que vous représentez. On voit aussi un ralentissement dans le temps de traitement. Alors, tous les arriérés qui n'ont pas été corrigés vont s'empirer. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, je sais que c'est la section la plus noire de cette présentation, mais si on peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, on voulait le parler de pouvoir de traiter le statut. On a parlé de cela dans la présentation. Il y a alors plusieurs programmes qui vous permettent d'attacher votre statut pour votre conjoint. Peut-être vous êtes en train de parrainer un conjoint d'un résident ou d'un détenteur d'un permis temporaire de travail ou peut-être vous allez ajouter et quelqu'un va vous ajouter à leur demande pour la résidence permanente. Alors, ils ne sont pas à être le demandeur principal pour une demande, mais en effet, sont le conjoint ou conjointe du demandeur et donc leur statut peut être assujetti à celle de leur conjoint, conjointe. Cependant, s'il y a une rupture de relation, qu'est-ce qui va se passer? Alors, disons que, par exemple, mon mari avait déposé une demande pour sa résidence permanente ou sa catégorie économique, tout d'un coup, je vais être exclue parce que nous avons subi cette rupture. On a aussi besoin que votre statut ait un impact sur votre lien à certaines prestations. Votre statut va vous indiquer si vous êtes admissible pour de l'aide du gouvernement, en fait, de l'aide sociale, ses soins de santé, logement subventionné et l'allocation canadienne pour les enfants. Il y a un Il y a un programme qui s'appelle STAPS. Alors, ça vous décortique exactement vos, vos droits. Alors, si vous n'êtes pas certain, je vous invite de visiter ce site web ou de nous contacter pour communiquer ce document pour vous aider à identifier votre statut. Quelques éléments peuvent mener à la perte d'un statut. Alors, si votre lien ou il y a une rupture, tel que mentionné plus tôt, si je parraine mon partenaire, mais je ne le fais pas avec mes enfants, alors essentiellement, peut-être ils vont pas être capables de venir au pays. Peut-être j'ai fait une fausse représentation. Il y a différents éléments qui ont doit être pris en compte. La raison pour laquelle je soulève ce point, parce que toute personne qui va travailler avec un client pour compléter les formulaires doit s'assurer que ce client comprend qui doit être sûr, inclusif et vérace dans leur demande. Les gens vont énumérer des éléments. Par exemple, je vais faire de cette manière, comme ça, je peux obtenir la résidence permanente. Ils envisagent pas qu'est-ce qui va se produire par la suite. Si vous n'avez pas listé un enfant de différentes manières que, par exemple, oui, vous avez obtenu la résidence permanente en, en ne pas partageant quelque chose, ça peut vous remettre en un pétrin par la suite. C'est la raison pour laquelle il faut faire de prudence. Plusieurs individus viennent ici parce qu'ils ont échoué de pouvoir prolonger leur statut de résidence permanente. Ils sont pas rendus compte que c'était venu à sa fin. Alors, les gens ne le savent pas. Alors, vous avez un créneau de 90 jours et pour pouvoir restaurer ou rétablir le statut. C'est différents éléments que vous devez prendre en compte lorsque vous êtes en train de envisager l'immigration. On n'est pas en train de proposer que vous allez le faire correctement. Qu'est-ce qu'on veut que vous reteniez d'aujourd'hui? Que c'est pas aussi simple. Alors, lorsque les gens se comparaissent devant vous, c'est très important de pouvoir partager certains points. Ça, c'est un avertissement très important lorsque tu es en train de travailler avec les gens, justement, avec un statut de l'immigration précaire. Alors, ça peut inclure les résidents permanents s'il y a une fausse représentation, peut-être ils n'ont pas de statut. Et cela, ça peut aussi veut dire qu'ils sont ici de manière temporaire. Les gens peut-être vont arriver et puis ils vont pas voir une compréhension complète de l'historique. Avant de déposer une demande en matière d'immigration, on passe beaucoup de temps en train d'enquêter. Qu'est-ce que ce client a peut-être déjà partagé aux agents d'immigration? On doit s'assurer qu'on n'est pas en train d'inclure quelque chose qui contredit quelque chose qu'ils ont déjà partagé aux agents d'immigration auparavant. Ça, c'est très important parce que cela pourrait mener justement à l'inadmissibilité. Et il y avait une question qui a été posée vis-à-vis, c'est quoi l'inadmissibilité pour les permis temporaires? Ça comprend les individus qui ont fait des fausses représentations, d'individus qui ont été condamnés d'un crime grave
ou qui ont un enjeu médical, qui ça veut dire qu'ils vont pas être capables parce qu'ils vont pas être accueillis parce qu'ils représentent un coût trop élevé pour notre système. Si cela se produit, cela veut dire que vous allez être inadmissible. Alors cela va et la seule remède, c'est d'obtenir un permis de résidence permanent et de déposer une demande humanitaire ou de compassion. Alors, vous avez besoin de faire de preuves de prudence et lorsque vous appelez les immigrations pour leur informer qu'ils ont pas de statut. Dans ces cas-là, à ce moment que vous avez besoin de leur mettre en lien de l'aide juridique ou un conseiller ou conseillère juridique. Donc, qu'est-ce que l'on fait avec les clients qui viennent nous voir et qui ont quitté une situation de violence? Cela arrive au moins 3 fois par jour au sein de notre clinique. Il s'agit ici de clients qui sont ici comme visiteurs, étudiants, travailleurs, et parfois ces personnes n'ont pas de statut. Et lorsque ces personnes quittent une situation de violence, et IRCC a créé un permis de séjour temporaire pour les victimes de violences familiales. Donc, c'est un programme spécifique et les conseillers juridiques et avocats peuvent donc essayer d'obtenir une résidence permanente ou plutôt temporaire en se basant sur la violence familiale. Ici, vous avez des détails sur la situation de violence familiale et sur le PST lié. Et ce qu'analyse un agent d'immigration dans ce cas-là. Je ne vais pas lire la diapositive, vous aurez la présentation. Donc, vous pourrez lire les définitions. Les exemples, c'est ce qu'on a déjà mentionné. Par exemple, on est parrainé, on est dans le pays, tout à coup, la relation prend fin, le parrain va retirer son parrainage. Donc, qu'est-ce que la personne fait? Ou alors, il y a des personnes qui ont été trompées par d'autres personnes et la personne se retrouve ensuite dans une situation de violence, doit quitter la personne et se retrouve sans statut car vous n'aviez pas renouvelé votre permis d'études et vous ne savez pas quoi faire. Donc, il y a beaucoup de situations qui rentrent dans les cas de violence familiale. Prochaine diapositive. Donc, la loi dit que vous pouvez faire une demande pour ce type de visa-là lorsque vous n'avez pas de statut. Mais souvent, nos clients ont un statut. Ils sont travailleurs ou étudiants et donc ils se demandent est-ce qu'ils devraient poser une candidature pour le PST en situation de violence familiale. C'est difficile. Selon la loi, il faut être sans statut pour demander ce PST-là. Mais ça a déjà été accordé à des gens qui avaient un statut temporaire. Donc, si vous n'êtes pas sûr, contactez la clinique juridique et on pourra faire une évaluation pour vous. Prochaine diapo. Ici, c'est la façon de déposer votre candidature. Je ne vais pas lire tout ce qu'il y a écrit. Mais sachez que ces demandes nécessitent plus de plaidoyer que ce que je pensais. Donc, si, par exemple, vous pouvez envoyer votre client vers des conseils juridiques, une clinique juridique, ça va être utile. Je pense qu'il y a beaucoup de demandes que les demandeurs peuvent remplir eux-mêmes, mais je pense que dans ce cas-ci, pour un PST en situation de violence familiale, ce serait utile d'avoir des conseils juridiques. Ensuite, on a parlé aussi des, euh, des demandes pour considération d'ordre humanitaire. Ici, pour des personnes en fait qui n'ont aucun moyen d'obtenir un permis et qui sont sans statut, c'est un bon programme à prendre en compte. Donc, nous essayons avec ce programme-là d'aider les personnes les plus marginalisées au sein du système. Il y a aussi une voie express dans ce programme euh, pour des personnes qui sont victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Prochaine diapositive. Ici, vous avez donc la voie express et ce que recherchent donc les agents d'immigration. Donc, c'est assez clair. Ils veulent avoir des preuves de l'expérience de la violence
Et encore une fois, il faut énormément de plaidoyer ici. Par exemple, vous pouvez contacter une clinique juridique ou des avocats et conseillers juridiques qui pourront aider les demandeurs avec leurs demandes. Prochaine diapositive. Je pense qu'une chose qui est très importante, et on le voit beaucoup, et je suis désolée, il y a quelqu'un qui a activé son microphone. Donc, une chose qui est importante, ce sont des personnes, par exemple, qui n'ont pas renouvelé leur statut temporaire. C'est très important de mentionner aux personnes que nous servons de renouveler leur statut au moins 2 mois avant l'expiration. Même s'ils le font un jour avant l'expiration, il faut le faire. Si cette période n'est pas respectée, vous avez une période de grâce de 90 jours. Si vous avez dépassé toutes ces dates butoirs, il va falloir commencer à réfléchir sérieusement à quoi faire. Parfois, avant, on disait aux gens de faire le tour du poteau, mais ça a été supprimé maintenant. Donc, les gens auront besoin de conseils s'ils ont oublié, s'ils n'ont pas renouvelé leur statut. Donc, est-ce qu'on essaye un visa temporaire? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, parfois, souvent, c'est à la discrétion des agents d'immigration. Et donc, il faut avoir une stratégie pour savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui pourrait fonctionner ou non. Ensuite, un permis de travail ouvert. Ici, je vais vous donner des informations sur sur le permis de travail ouvert. Donc, cela dépend du programme dans lequel vous êtes. Par exemple, les ressortissants ukrainiens sont admissibles à un permis de travail ouvert. Les gradués récents originaires de Hong Kong, les époux et épouses et conjoints de fait parrainés au Canada, les travailleurs vulnérables au Canada ayant été victimes d'abus, des étudiants qui ne sont plus capables à couvrir le coût de leurs études, les personnes ayant demandé la résidence permanente, les demandeurs d'asile, les membres de la famille à charge de quelqu'un qui a demandé la résidence permanente et autres. Et ces personnes dépendent de la catégorie dans laquelle elles se trouvent. Et on n'a pas de liste claire pour le permis de travail ouvert. Et comme le nom le dit, le fait que ce soit un permis de travail ouvert veut dire que ce n'est pas lié à un employeur en particulier. Et vous pouvez travailler donc n'importe où pour n'importe quel employé, ce qui est formidable. Donc ici, les personnes qui peuvent demander un permis de travail ouvert, vous le voyez à l'écran, les personnes qui ont fait une demande d'asile, si il y a une procédure d'expulsion, mais que ce n'est pas mais que ce n'est pas possible de mettre en vigueur. Par exemple, il y avait des Haïtiens qui avaient reçu une notice une lettre de déportation, mais qui n'ont pas été déportés parce que le gouvernement avait décidé de ne pas renvoyer des gens à Haïti au vu de la situation politique sur place. Donc ici, vous voyez différentes personnes qui peuvent euh, être admissibles. Un changement qui a eu lieu en 2019 et qui est positif, c'est que souvent on voit des personnes qui sont dans un permis de travail fermé. Par exemple, une personne qui travaille pour moi, elle peut travailler que pour moi. Donc là, moi, je le sais. Donc, ce que je décide de faire, c'est que je décide de les faire travailler 20 heures par jour, par exemple. Ou je décide que je vais leur crier dessus. Ou je décide que je vais essayer de les séduire. Et donc, ces personnes se retrouvent maltraitées au sein du lieu de travail. Et pendant longtemps, les gens faisaient le plaidoyer pour dire que ces gens-là, en fait, sont pris au piège car ils ne peuvent pas partir au risque de perdre leur statut de travail. Et cela donne beaucoup de privilèges aux employeurs. Et donc maintenant, il y a ce programme de travail ouvert qui permet, ce programme pour travailleurs vulnérables, qui permet aux travailleurs de quitter un employeur abusif. Et donc, s'ils sont considérés comme étant des travailleurs vulnérables, ils pourront accéder à un permis de travail ouvert. Et ça a été une vraie réussite. Atulia, d'ailleurs, hoche de la tête parce que, il y a eu un cas qui a été traité récemment et ça a été extrêmement rapide.
l'obtention du permis de travail ouvert pour ce travailleur vulnérable. Voilà, on en est à la fin de notre présentation. Il y a eu beaucoup d'informations. Nous espérons que vous allez lire notre présentation en détail. Il y a certains éléments que je n'ai pas mentionnés, mais nous allons maintenant passer au clapartage et aux questions. Il y a 80 questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions, c'est sûr, mais nous allons faire de notre mieux. Nous allons essayer de répondre à autant de questions que possible. Je vais passer directement aux questions qui n'ont pas été couvertes dans la présentation. Premièrement, combien de fois un visa de visiteur peut être renouvelé? Alors, la règle, peut-être 2 ou 3 fois max. Il n'y a pas de limite en soi. Mais moi, ce que j'ai vu au sein de mon travail, c'est qu'après la troisième fois, ils ne vont pas le renouveler. Atulia, est-ce que vous avez une expérience différente? Non, je suis d'accord. Normalement, il n'y a pas de limite, mais ils vont évaluer la légitimité de l'extension, le but, et c'est vraiment au cas par cas. D'accord, parfait. Ensuite, pour la lettre d'attestation provinciale, il s'agit d'une question assez spécifique. Les questions spécifiques liées au permis de travail et permis d'études, nous allons les rassembler. Nous allons peut-être faire une prochaine session ou alors nous allons répondre de façon groupée plus tard. Les parents qui ont déjà un visa valide jusqu'en 2027-2028 peuvent venir et repartir et rester 6 mois une fois qu'ils sont sur le territoire, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. En fait, c'est valable pendant une certaine période, mais une fois que vous êtes sur le territoire, c'est 6 mois. Maintenant, une question sur, euh, sur la citoyenneté. Si et on veut renoncer à la citoyenneté ou à la résidence permanente. Oui, c'est possible. Est-ce qu'on peut renouveler? En fait, en ce moment, il y a des défis en cours. Et si, par exemple, on vient avec un statut de réfugié de Sri Lanka et qu'on est arrivé dans les années 80-90, on venait parce que, donc ces personnes sont venues ici parce qu'il y avait une guerre civile sur place. Mais maintenant, on est en 2025 et les choses ont changé. Donc, la personne veut repartir dans son pays d'origine et voir sa famille. Mais IRCC pourrait révoquer la citoyenneté si je repars au Sri Lanka. Et, mais la demande d'asile était euh, pertinente à l'époque. Maintenant, en 2025, 25 ans plus tard, les choses ont changé. Est-ce que la citoyenneté va être révoquée ou non? Euh, c'est à voir. Tout cela est débattu au sein du tribunal en ce moment concernant la révocation de la citoyenneté. Donc, si vous savez, il y a des gens qui nous appellent et qui me disent, mon père est en train de mourir dans mon pays d'origine. Et moi, franchement, si je dois choisir entre perdre ma citoyenneté et ma RP ou aller voir mon père qui est en train de mourir, mais moi, ce que je choisirais, c'est certainement aller voir mon père mourant et je me justifierai plus tard auprès du RCC. En tant qu'avocate, ce qu'on peut dire, c'est que vous courez le risque de perdre la citoyenneté ou la RP, c'est un petit risque, mais c'est un risque qui est là. Donc, ce que IRCC vous dit, c'est que si la situation change, le statut peut changer, mais c'est un risque. Autre question, est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous avez des informations sur le visa de résident temporaire pour ceux qui sont arrivés avec le programme spécial pour les habitants de Gaza? À quel service ils peuvent prétendre? Alors, je n'ai pas assez d'informations sur les résidents temporaires qui sont venus de Gaza. Alors, peut-être que des personnes qui sont au courant peuvent envoyer un courriel
à ce sujet. Atulia, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce sujet? Non, je n'ai pas plus d'informations. D'accord. Une question d'Obassa. Est-ce qu'un visiteur peut inscrire ses enfants à l'école? Ah, c'est une question compliquée, car la loi sur l'éducation dans l'Ontario nous dit que les enfants ont droit d'aller à l'école, mais les commissions scolaires ont des règles différentes. Parfois, elles ne permettent pas d'inscrire certains enfants. Ce que je dois dire, c'est que moi, je vous demanderai de contacter Justice for Children and Youth. Il s'agit d'une clinique juridique sœur, Justice for Children and Youth. Et il s'agit donc d'une clinique juridique pour les jeunes et ils essaient de voir qu'est-ce que font les commissions scolaires et qui est-ce qui permettent à s'inscrire ou non. Et la plupart des écoles vont vous dire si vous avez un visa de visiteur, vous n'êtes pas admissible. Mais si vous restez plus longtemps, ça peut être compliqué. C'est en train de répondre aux questions aussi dans la boîte de clavardage. Sur toutes les questions vis-à-vis différents programmes, on va devoir vous revenir avec une réponse plus détaillée parce que cela pourrait prendre du temps. Alors, alors maintenant, je vais passer à la question suivante. Quelle est la différence entre le permis entre permis et un visa de résident permanent? C'est une excellente question. Alors, le permis vous permet en effet de pouvoir à différentes allocations. Alors, lorsque vous obtenez ce permis, ça vous donne la capacité de pouvoir demander pour un permis de travail ouvert, un permis d'études ouvert et à certains moments, ça va pouvoir avoir accès à des soins de santé. Si vous détenez ce, ce permis, ça va vous permettre d'atteindre la résidence permanente. Un visa temporaire, c'est seulement pour visiter. Vous n'avez aucun droit en matière de prestations offertes par le Canada. Le permis, cependant, va vous permettre de déposer des demandes d'aide sociale et autres. Alors, c'est une excellente question pour faire cette distinction entre les deux. Alors, ça, c'est la différence entre le permis et le visa. Ah, permettez-moi un moment, je vais juste retrouver les questions. Fait qu'un document de voyage est assez pour pouvoir demander pour une extension de CTU. Alors, qu'est-ce qui se passe en matière ces demandes de prolongation? Vous avez besoin de déposer des documents que vous avez à votre disposition et par la suite, vous pouvez voir qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont traiter votre demande. Alors, je suis en train de défiler pour voir différentes questions. Ça, c'est une bonne question. Je viens d'obtenir mon permis de travail lorsque j'étais au pays. Maintenant, je suis à l'extérieur du pays. Est-ce que je peux revenir au pays avec mon permis de travail? Ça va vraiment dépendre sur le point suivant. Si votre permis de travail vous permettait de sortir et rentrer du pays. Si cela n'est pas reflété sur votre permis, alors normalement, cela ne permet, ça rend le permis de travail invalide. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma réponse, Atulia? Désolée, j'ai pas train. Alors, quelqu'un qui avait un permis de travail puis ils sont sortis du pays, ça va dépendre de l'étampe sur votre permis. Ça s'est expiré. Vous avez besoin d'un nouveau visa de visite, même si vous avez un permis de travail en forme de papier. Il y a une question qu'on a demandé vis-à-vis votre présentation. Pourriez-vous parler davantage de ce point? Les enfants dépendants des travailleurs étrangers ne seront plus admissibles. Alors, on va sur les. Il y a une annonce qui a été, ou un avis qui a été publié hier. On est toujours en train de répondre ou étudier ces questions. Est-ce que c'est seulement applicable les étudiants étrangers ou les travailleurs temporaires étrangers? Alors, c'est pour comprendre c'est exactement l'envergure de cet avis.
On attend toujours de la clarté de la part de l'IRCC sur cette question. En matière des demandeurs de réfugiés, alors on voit plusieurs individus qui se retrouvent présentement au Canada et sont dans un positionnement assez vulnérable. Lorsque vous êtes vulnérable, vous devenez assez désespéré et vous devenez ouvert à la possibilité de se faire exploiter par des gens qui sont prêts de puiser sur vulnérabilité. Alors, de parler 6 000 $ à l'interprète pour établir un lien à un avocat, et est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut agir? Des- il y a le retour. Si les gens qui sont dans se garder en sourdine, s'il vous plaît, si vous ne prenez pas la parole. Alors, c'est un service d'interprétation professionnelle. Vous pouvez déposer une plainte directement. La police sont pas assez réticents d'agir à cet égard. Ça va être difficile d'une perspective locale de pouvoir entamer une poursuite. Vous avez besoin de prendre, de voir comment s'y prendre. Mais la réalité, c'est le suivant. Du côté juridique, il n'y a pas beaucoup de recours. Donc, c'est un sujet que nous avons abordé au sein de notre clinique. Alors, c'est vraiment une question de sensibilisation pour faire face à ce type de fraude en matière d'immigration. On est en train de considérer une campagne de sensibilisation numérique. Alors, j'ai eu dans une pièce avec une centaine d'individus. Alors, si vous avez des idées de comment sensibiliser le public, je pense que c'est très important. Je pense qu'on va voir une hausse dans différents cas de fraude en vertu de le désespoir. Parce que les gens qui, par exemple, ils ne répondent plus à ces critères en matière d'immigration à cause des dernières mises à jour, est-ce qu'on va leur demander de partir du pays? Ça pourrait être le cas. Et pourquoi je dis ça pourrait, c'est parce que justement, l'application de la loi de la migration, c'est un autre ministère. C'est vraiment toutes les agences transfrontalières canadiennes. Ils sont responsables pour cela. Alors, ils sont mandatés de toute la partie qui porte sur l'application de la loi. Ils n'ont pas la capacité de pouvoir assurer l'application de tous les règlements. Donc, ils vont prioriser leurs actions. Ils sont en train de prioriser les individus qui sont admissibles à cause d'un casier judiciaire. Il y a tous les demandeurs. C'est pour, c'est pour déterminer si c'est des demandeurs d'asile, c'est des gens qui ont prolongé leur séjour parce que notre système ne sait pas exactement. Donc, cela rend difficile de pouvoir faire cela. Si je dépasse mon séjour, le système ne sait pas exactement que je suis encore ici. Donc, alors, c'est difficile. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est difficile pour les individus s'ils veulent essayer d'obtenir un type de statut à l'avenir? Ils vont le faire lorsqu'ils sont en train de compléter leur antécédent, alors pour indiquer qu'ils ont dépassé leur séjour puis ils n'ont pas des parties tout seuls et cela va avoir une incidence sur les demandes à l'avenir. Est-ce qu'ils vont les viser immédiatement? Pas probable, mais pour être honnête, j'ai pas une réponse à 100% parce qu'on ne sait pas exactement quelle est la priorité du gouvernement en matière d'application de la loi juste à temps que ça soit annoncé. Alors ça, c'est un élément un petit peu plus difficile. Alors, je vais juste défiler à travers les différentes questions qui ont été posées, puis par la suite, je vais examiner les éléments. Pendant la pause de scolarité, c'est un nombre illimité d'heures. Si c'est une pause, il est admissible, vous avez le droit de le faire, n'est-ce pas? C'est ça? Alors, c'est possible de pouvoir répondre à ces questions plus tard. Oui, on va essayer de le faire. Est-ce que les visiteurs peuvent déposer une demande de permis de travail? Généralement, non. C'est très difficile de pouvoir obtenir un permis de travail lorsque vous trouvez au pays, à moins que vous faites partie d'un des programmes qui permet ces permis de travail ouverts. Est-ce que vous voulez commenter? Auparavant, ils permettaient les visiteurs au pays de déposer une demande de permis de travail, mais vers la fin de 2024, ils ont supprimé ce privilège. Alors, les détenteurs de visa ne peuvent pas déposer une demande de permis de travail à moins que vous répondez à une catégorie qu'on vous a présentée pendant la présentation, telle que mentionnée par Shalini. On va prendre quelques questions, puis on va clore parce qu'il nous reste seulement 6 minutes à notre session. Alors, pour les demandeurs de réfugiés,
qui ont une condition assujettie à l'éducation, est-ce que ça peut renoncer pour faire des études? Est-ce que vous pouvez ça essayer? Et ça va être vraiment, ça va dépendre du pouvoir discrétionnaire de l'agent, s'ils vont l'octroyer ou pas. Alors, ça va vraiment dépendre quelles sont les conditions, les modalités. Alors, tel que mentionné par mon collègue, le permis de travail, qu'est-ce qui est étampé sur le permis vis-à-vis les conditions? Je n'ai pas eu gain de cause lorsque j'ai examiné le permis temporaire, puis c'est assujetti à une condition et pour que ça soit renoncé. Alors, c'est pas une réponse à 100%, mais selon mon expérience, c'était la manière que ça avait été traité. Quel est le critère pour les étudiants étrangers pour pouvoir être admissibles pour la résidence permanente? Ça, c'est la question de millions de dollars. Ça vraiment dépend du climat politique. C'est la raison pour laquelle j'ai posé cette question. Je crois que la personne qui a posé la question qui fait un cheminement, notamment pour les étudiants étrangers d'étudier au Canada, de travailler au Canada, vous recevez différents points supplémentaires et par la suite, vous déposez votre demande. Et pour pour ces catégories, maintenant, sont assez élevés, mais les individus qui, ils ont éducation et des ans d'expérience de travail à l'étranger, puis ils ont une expérience de 2 ans d'éducation, de 2 ans au Canada, ils vont pouvoir le faire à reconnaître si quelqu'un n'a pas une expérience de travail de leur pays d'origine, ils ont seulement étudié ici. Je pense que d'être reconnu, c'est très faible. J'aimerais prendre une des questions un petit peu plus avancée qui a été posée. Quelles sont les modifications qui ont été apportées au traitement de demandeurs d'asile qui viennent à travers les États-Unis au Canada? Et la raison pour laquelle je veux prendre cette question, c'est à cause de la conjoncture actuelle. On n'a pas compris cela à notre présentation parce que ce n'est pas une mise à jour en soi, mais et le Canada et les États-Unis sont des signataires à une partie ou une entente d'entraide de parties tierces. Et à moins que vous pouvez répondre à une exception si vous essayez de franchir la frontière canadienne des États-Unis pour déposer une demande de protection en tant que demandeur d'asile, vous serez renvoyé au Canada, aux États-Unis. Alors, on voit comme des parties sécuritaires. Si vous arrivez au Canada, vous êtes capable de déposer votre Canada aux États-Unis, vous déposez votre demande là, ou on ne va pas vous permettre de franchir la frontière pour faire cela. Si vous avez un mineur non accompagné, un membre de famille, quelqu'un qui est sous l'âge de 18 ans, il y a différentes exceptions qui vont vous permettre de rentrer au Canada. La raison pour laquelle on veut répondre à ou je veux répondre à ces questions, on sait qu'est-ce qui se passe vis-à-vis le resserrement de la frontière. Alors, cette entente d'entraide existait toujours, mais je pense que ça va être appliqué davantage qui n'existait pas auparavant. Alors donc, on doit être conscient de ces accords, de ces ententes d'entraide et de comprendre vraiment qu'est-ce que cela représente. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose de supplémentaire? Je pense que vous avez bien répondu à cette question. Alors, il y a plusieurs questions qui ont été posées dans la boîte de clavardage que malheureusement, on va pouvoir y répondre parce qu'on doit clore la session. Mais j'aimerais vous partager 2 points avant de partir. Un, l'immigration, c'est un des domaines de droit le plus important parce qu'il y a toujours des mutations constantes, des annonces suite à des annonces, des modifications, des petites modifications qui doivent être vraiment examinées en profondeur. Alors, ce domaine est très complexe vis-à-vis le conseil qu'on peut offrir parce que toujours, toutes les choses sont en mutation constante. Puis dans la conjoncture canadienne, on va passer les élections, on sait que ça va avoir lieu, mais on ne sait pas quand. Mais l'immigration change très rapidement, dépendant du public, des partis et des politiciens. Il y a d'autres éléments de droit non c'est pas impactés par un changement politique, par exemple le droit pénal, le droit en matière de droit familial, mais l'immigration évolue constamment. Ça va vraiment dépendre de la volonté politique. Et tous les éléments qu'on vous a partagés aujourd'hui pourraient potentiellement
d'être différent et d'ici un mois. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Que justement, le traitement va prendre plus de temps, les cheminements, la résidence permanente va devenir beaucoup plus complexe et on va voir aussi un grand nombre d'individus qui vont rester au Canada sans statut. En tant qu'individu qui travaille avec ces communautés doit prendre cet élément en compte. Merci beaucoup. Et je crois que sur ce, peut-être c'est pas la même manière, la bonne manière de terminer la présentation, mais je pense qu'il y a plusieurs questions qui n'ont pas été répondues, mais étant donné du travail qui est mené et de la conjoncture, malheureusement, c'est pas possible, mais j'aimerais vous remercier pour cette excellente présentation. J'aimerais aussi de, de votre patience pour répondre à toutes ces questions difficiles posées par l'auditoire. Je crois que le besoin pour ce type de session soit fort important, surtout en vertu des différentes modifications qui seront apportées au système de migration. Nous allons vous partager un sondage lorsque vous sortez du Zoom. Votre rétroaction est fort importante pour informer le développement des processions. Et il semble qu'il y a l'auditoire a plusieurs questions, alors n'hésitez pas à compléter ce sondage pour nous aider à comprendre vos besoins et l'avenir. J'aimerais remercier toutes les participants et participantes pour votre implication, vos commentaires, vos questions. On aimerait aussi remercier nos interprètes, Francis, Rana, Mercedes et Claudia. Merci beaucoup à tous et toutes et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup.